Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et c'est dans un contexte d'inflation, de guerre en Ukraine, que nous allons revenir dans ce face-à-face du jour sur la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Pour ce faire, on reçoit aujourd'hui Dimitri Pavlenko. Bonjour. Vous êtes journaliste et chroniqueur, animateur de la matinale d'Europe 1 et auteur de Combien ça va nous coûter aux éditions Plomb. Alors Dimitri Pavlenko, bonjour. Bonjour André. On s'est déjà rencontrés ici. À fut un temps, c'est moi qui vous posais les questions à Sud Radio, vous vous rappelez. C'est vrai, absolument, absolument. Oui. Ça remonte un peu d'ailleurs. Ça remonte un peu, à 5-6 ans je crois. Mais sachez que je suis ravi de refaire un saut parmi vous. Les auditeurs de Sud Radio, pour moi, ils sont toujours très chers à mon cœur. Merci Dimitri. Écoutez, et moi, votre livre vraiment m'a tout à fait, non seulement séduit, mais intéressé. Parce que vous parlez évidemment, ça concerne tout le monde, le pouvoir d'achat. Mais je voudrais peut-être qu'on commence par définir, parce que tout le monde parle du pouvoir d'achat, du matin au soir, du soir au matin. Quand vous définissez en quelques mots le pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir d'achat de chacun, d'une famille, d'un individu, etc. Vous voulez quoi, la définition des économistes ou celle des Français? Celle des Français. Pour les Français, alors j'ai piqué l'expression, parce que j'ai pas trouvé mieux. Ouais. C'est Jérôme Fourquet, il dit le pouvoir d'achat, c'est la souveraineté du consommateur. C'est-à-dire que pour monsieur, madame, tout le monde, pour vous, pour moi, le pouvoir d'achat, c'est l'argent qui va me rester une fois que j'ai payé toutes mes factures. Préfixe, facture, tout. Voilà, c'est ça. Les fameuses dépenses préengagées, dont la part ne cesse de grimper. Historiquement, ça fait 60 ans que ça dure, cette progression des dépenses préengagées. Et le pouvoir d'achat pour les Français, c'est ce qui vous reste après. C'est la part arbitrable de vos revenus. C'est celle dont vous faites ce que vous avez envie de faire. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est celle qui va vous servir à vous faire plaisir à vos proches, à vos enfants. C'est l'argent pour aller au resto, payer un ciné, etc., etc. Donc voilà, c'est cette idée que quand on perd cette souveraineté-là, on perd plus que simplement une sortie. On perd finalement un peu le sens de la vie. Pourquoi vais-je travailler si c'est pour ne pas pouvoir me faire plaisir? Ça. On perd son sens de l'autonomie, de la liberté, le choix. Exactement. Alors ça, c'est la définition qu'ont les Français. Et je pense que le grand malentendu, quand on parle du pouvoir d'achat, c'est que pour l'économiste, il a une approche un peu plus clinique, un peu plus mathématique. Lui, il va vous dire le pouvoir d'achat, c'est la différence entre les revenus, c'est les revenus par rapport au prix. C'est un rapport mathématique. Ouais. Donc, vous voyez, si mes revenus stagnent mais que les prix baissent, mon pouvoir d'achat augmente. Si les prix stagnent, que mes revenus augmentent, mon pouvoir d'achat également. Or, si les revenus stagnent et que les prix augmentent, ce qui est l'équation actuelle, la mauvaise nouvelle, votre pouvoir d'achat. Alors c'est intéressant parce qu'au début de votre livre, vous dites, attendez, tout le monde pense que le pouvoir d'achat baisse, mais il a, en tout cas ces dernières années, augmenté. Oui, et c'est vrai que vous en parlez au début de votre livre. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que cette notion ne revient pratiquement jamais? Ça fait des années qu'on dit pouvoir d'achat en baisse, etc. Parce que ça fait 20 ans qu'on vit sur des malentendus. Le plus important d'entre eux, je pense, il y a 20 ans, c'est le passage à l'euro. Vous vous rappelez, André, à l'époque, tout le monde dit oh là là, la baguette, on est en train de se faire arnaquer. Là, tout le monde en profite pour passer ces hausses de prix. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'un homme comme Michel-Édouard Leclerc, il entre dans la mêlée et se frotte aux politiques en disant on vous dit pas tout, les prix augmentent réellement, etc. Or, que nous disent les statistiques publiques? Et j'insiste sur quelque chose, André, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas confiance dans les chiffres, qui n'ont pas confiance dans les statistiques publiques. Bon, vous pouvez faire confiance à l'INSEE. Il y a des choses sur lesquelles, sur le plan de la méthode, si vous voulez, on aura l'occasion d'en parler, notamment la question du logement. On peut discuter, on peut critiquer l'INSEE. Dimitri, je vous interromps parce que alors là, je vais poser une question de consommateur. Alors dites-moi si je me trompe, mais moi je vois par exemple le café au zinc que je payais, et beaucoup de gens vous le dites, et alors la baguette de pain, etc., que je payais, mettons, 1 franc. Et mais c'était quelle année que vous payez le café 1 franc, André? Le café, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, vous payez le café? Je vous assure. Moi, j'allais au bistrot avec les copains au lycée, on ne payait pas 1 franc, c'est un peu plus que ça. Mais enfin, écoutez, non, mais la notion, pourquoi je dis ça? Alors peut-être c'est un peu plus que ça, mais la notion, est-ce qu'elle est fausse? De dire, écoutez, ce qui valait 1 franc il y a, mettons, 25 ans ou 30 ans, vaut aujourd'hui 1 euro. Alors que 1 euro, on le sait, c'est 6 francs 60, 56 et 4. Est-ce que c'est faux ou vrai? Grosso modo, dans la perception. Je pense que c'est faux. En fait, je vais vous donner les ratios, les prix, parce que faut qu'on ait une idée en tête. Depuis, on prend comme référence l'an 2000, passage à l'euro. Ça me paraît un bon point de départ. Ça fait 22 ans. Les revenus, depuis cette période, ils ont augmenté d'à peu près 60%. C'est-à-dire, dites-vous que
Le revenu moyen, hein, c'était 20 000 euros à peu près en 2000. On est autour de 30 000 aujourd'hui à peu près. Vous voyez, on est 50-60%. Les prix, eux, ont progressé dans l'intervalle d'environ 35-40%. Hein, si on tient compte de l'inflation des derniers mois. Ça fait donc 60 moins 20. Vous avez une augmentation de votre pouvoir d'achat qui est de l'ordre de 20%. Mais ça, c'est la moyenne. Hein, et c'est pas le cas c'est pas le cas de tout le monde. Oui, ce qui est important de comprendre, c'est que ces 40 dernières années, on a un creusement assez important des inégalités. Et c'est surtout dans la progression salariale. C'est-à-dire qu'au bas de la pyramide salariale, les salaires progressent beaucoup moins vite qu'en haut de la pyramide salariale. Donc déjà, ça joue énormément. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé dans les recherches que j'ai faites, c'est qu'en 1975, vous voyez, donc on est encore dans les 30 glorieuses, il faut 36 ans à l'époque à un ouvrier pour rattraper le niveau de vie d'un cadre sup. Aujourd'hui, lui faudrait plus de 130 ans. C'est frappant, je trouve, ce chiffre. Oui, c'est assez fort. Oui, voilà, parce que dans la progression, évidemment, elle est beaucoup plus rapide quand on est au sommet de la pyramide salariale. Moi, il y a une autre image que je trouve assez parlante et qui illustre la crise du pouvoir d'achat, parce que je pense que c'est surtout un problème de revenus aujourd'hui. La question des prix, finalement, elle est assez secondaire. Si les gens ont l'impression que les prix augmentent fortement, c'est surtout qu'ils voient que leurs revenus stagnent peu. Que leurs revenus, progressent peu. Progressent peu. Et ça, c'est documenté statistiquement. Je donne tous les chiffres dans le bouquin. Je ne veux pas assommer les gens avec tous ces chiffres. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit dans les magasins? L'extension permanente de la proposition commerciale. Hein, c'est-à-dire que, et encore une fois, je vais piquer une image à Jérôme Fourquet qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture de ce livre, parce que on n'approche pas le sujet avec les bonnes lunettes aujourd'hui. On n'a pas des lunettes contemporaines sur ce sujet-là. Le pouvoir d'achat, c'est une course dont le rythme s'accélère. Constamment, et il faut courir toujours plus vite pour tenir le rythme. Et à chaque tour, vous avez des gens qui décrochent. C'est vrai. Et encore faut-il avoir les moyens de courir vite. Et c'est le problème. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Dimitri Pavlenko, un livre passionnant. Combien ça va nous coûter? Et oui, combien? Oui, on revient tout de suite pour accueillir aussi vos inquiétudes, vos témoignages, vos solutions. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez dans une course sans fin? Vous êtes en fin de peloton? Vous nous racontez tout ça au 0826 300 300. Sud. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dimitri Pavlenko, combien ça va nous coûter? En tout cas, ce qu'on sait, Dimitri, c'est que ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter bonbon. Mais effectivement, vous avez dans votre livre, c'est intéressant, parce que vous trouverez un peu toutes les nuances de la palette. Et quand je dis des nuances, c'est des nuances actées, actives et vitales. La consommation, l'immobilier, enfin toutes les consommations d'ailleurs, l'alimentaire, l'automobile. Est-ce que et puis on va parler ensuite de qui gagne quoi et la France riche ou pas. Au fond, est-ce que tout ça n'est pas une affaire aussi de ressenti? Ce qui est très étonnant, c'est que dans l'esprit des gens, et vous le savez, puisque vous êtes une caisse de résonance à Europe 1 et ailleurs, les gens se disent, au fond, ils ont tous l'impression qu'on vit enfin tous, je dirais la moitié des Français, même plus, qu'on vit plus mal qu'avant. En tout cas, vous savez, c'est la fin du monde et les fins de mois. Et que les fins de mois, elle est déjà le 15, le 20 ou le 25. C'est ça, voire le 10. Voire le 10. Est-ce que c'est un sentiment ou c'est une réalité? Ah ben non, ça c'est pas... Alors, c'est bien d'attaquer le sujet par le sentiment. Je trouve que c'est une bonne approche parce que j'ai beaucoup de mal avec quand le camp de la raison nous fait le coup du sentiment en disant vos sentiments sont faux. La preuve, les statistiques que je vous ai données tout à l'heure, André. Oui, sauf que le sentiment, il est fondé. Bien sûr. Alors, pas totalement. C'est pas comme insécurité, non, disait Dupond-Moretti, sentiment d'insécurité. Mais oui, voilà, c'est ça. Pouvoir d'achat, sentiment de. Oui. Ben non. En fait, est-ce qu'on est plus pauvre qu'avant? Est-ce que c'est, en tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas faire fi du sentiment des gens quand les gens vous disent je me sens plus pauvre
qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans, je serai plus pauvre qu'aujourd'hui, mes enfants vivront moins bien que moi. Ça, si vous voulez, ça vous conditionne mentalement, et on arrive sur le sujet, le sujet du déclin français. Est-ce que la France est en déclin? C'est quand même un thème comme ça qui est... Bien sûr, qui est récurrent, qui est là. Hein. Voilà, ça laboure un peu en toile de fond le débat public, et je pense que le pouvoir d'achat n'est qu'un symptôme, en fait, plus généralement, de ce sentiment de déclassement que ressentent beaucoup de Français. Alors oui, alors, comment on peut documenter ce déclassement? La désindustrialisation. Je vous donne un chiffre, la désindustrialisation, la grande mutation du travail vers l'univers des services. Ça, c'est des chiffres de l'OCDE qui nous dit le revenu nominal dans les services, c'est 30 000 euros. Le revenu nominal moyen à l'échelle de l'OCDE. Annuel, hein, c'est oui. ça. Ah oui, annuel, pardon. Oui. 30 000 $ à l'échelle de l'OCDE. Vous prenez les 40 pays les plus riches du monde. 30 000 $. Dans les services. Dans l'industrie, c'est 50 000 $. Donc vous voyez que la désindustrialisation joue évidemment un rôle dans la paupérisation des Français. Les niveaux de salaire étaient plus importants dans l'industrie qu'ils ne sont dans les services. C'était quoi la question, André? Je me gare un peu. La question, c'était effectivement entre le sentiment... Ah oui, la question du sentiment. Oui. Et voilà, le sentiment et la réalité. Oui, alors parfois le sentiment nous joue des tours. Comme je vous disais, par exemple, l'impression que les prix augmentent. En réalité, on se rend compte que, quand on voit un peu les chiffres, que en fait, ce sont plutôt les revenus qui stagnent. Et c'est pas que les choses sont plus chères, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qu'on a envie de s'offrir et qu'on ne peut pas s'offrir. Oui. Donc par moment, et alors évidemment, le camp de la raison vient et vous dit, bah oui, vous vous trompez. Les prix n'ont pas tellement augmenté. L'inflation est extrêmement faible sur tout un tas de choses depuis 20 ans. On le voit. Sauf récemment, hein, quand même, l'inflation. Oui, oui. Alors concentré, comme vous le savez, vous l'avez dit 100 000 fois sur Sud Radio, que c'est sur l'énergie, maintenant sur l'alimentation, évidemment. Mais c'est-à-dire que l'inflation actuelle agit pour beaucoup comme le détonateur d'une crise qui part des revenus et qui aujourd'hui s'étend sur les prix. C'est ça qu'on vit actuellement. Et alors justement, quand vous regardez au fur et à mesure, on va parler ensuite de le problème du temps de travail, de l'éducation, des impôts et de la décroissance. Vous avez abordé tout cela. Mais au fond, vous dites les prix n'ont pas tellement monté. Alors pourquoi encore une fois, je fais le huron. Comment ça se fait que tout le monde, alors vous n'entendez que ça, y compris chez des gens plutôt aisés. Oui, je vais faire au caddie et je suis retrouvé par rapport à il y a 3 mois. Mais c'est incroyable, ça a augmenté de 40%, 30%. Je vous assure, du chauffeur de taxi bien sûr. au cadre supérieur, on n'entend que ça. Ah mais là, actuellement, oui, c'est ce qui se passe. Hein. Regardez, j'ai plus exactement le chiffre de l'inflation sur l'alimentaire, par exemple, sur qu'on est à 17% au mois d'août sur un an. L'énergie, on est à 35. Bon, là, évidemment. Alors, l'énergie, en plus, c'est un peu trompeur parce qu'on a des variations. Oui, c'est d'ailleurs aussi, dans la perception qu'on a des choses, qu'on a des prix, il faut distinguer les dépenses récurrentes que l'on fait fréquemment et des prix dont on est expert. Par exemple, avec le prix du pain, le prix les gens qui achètent du pain de mie toutes les semaines savent exactement combien coûte leur pain de mie et s'il bouge d'un centime, ils le repèrent. Et puis, il y a des dépenses qu'on fait moins fréquemment, qu'on voit moins. La question de l'automobile, par exemple. L'inflation automobile, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins ressenti parce qu'on n'achète pas une voiture tous les 3 jours. Mais le prix moyen d'un véhicule, il est quand même passé en l'espace de 12 ans de 19 000 à 27 000 euros. C'est le prix d'un véhicule neuf, hein, s'entend. Hein. Oui, voilà. Avec toutes les conséquences que ça a sur le report des gens du marché du neuf vers le marché de l'occasion, ce qui fait monter les prix du véhicule d'occasion. Vous voyez, les mécaniques comme ça qui sont à l'œuvre, les mécaniques économiques sur les questions de prix, elles sont très importantes. Mais évidemment, si vous fondez votre perception de l'inflation sur le prix de votre pain de mie ou, je ne sais pas, de la mayonnaise, si c'est ce que voilà. Ou de la moutarde, disons. Alors faites attention parce que dans le supermarché, un supermarché qui est un peu accusé de tous les maux. Et regardez aujourd'hui la posture assez défensive que prennent les représentants de la grande distribution. Eux-mêmes, ils sont prudents sur la question de l'inflation parce que c'est leur clientèle. Ils n'ont pas intérêt à se mettre leur clientèle à dos. Il y a suffisamment de concurrence pour que si vous n'êtes pas content dans le magasin A, vous pouvez aller dans le magasin B. Donc ils procèdent à des mécanismes, ce qu'on appelle de la péréquation entre les rayons. La péréquation, c'est j'équilibre. C'est-à-dire, je ne veux pas assassiner les gens sur le prix du jambon.
ou le prix des pâtes. Parce Mais que, je vais hausser ailleurs. bah voilà, je vais faire un effort, je vais réduire ma marge sur les pâtes ou le jambon, je vais me venger sur, disons, allez, le produit pour nettoyer les toilettes. Ouais, Vous en ouais, achetez bien moins sûr. souvent et vous allez moins la voir, cette inflation. Oui. C'est en fonction effectivement de la fréquence de l'achat, etc. Ouais. Et ce qui est étonnant, mais on va en parler. Alors d'ailleurs, si je peux me permettre, André, mais Oui. dans les rayons, le grand perdant aujourd'hui, c'est pas la maman, parce que les couches, on va pas y toucher. C'est pas la mère de famille. Hein, ça Alors va c'est être- quoi? C'est qui? Ça va plutôt être le bobo ou celui qui a les moyens. Lui, le produit artisanal, le produit bio, le produit un peu chic. Alors l'inflation, elle est. Ouais, mais là, il a les elle est moyens, extrêmement- donc il va pas le sentir. Exactement. C'est ça. Exactement. Il va être dans une espèce d'aisance. Oui. Non, mais c'est juste pour dire que, vous savez, il y a ce toujours procès de la grande entreprise, des méchants distributeurs. Ils font aussi des efforts. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais la marge d'un distributeur, c'est 1,5%. C'est pas non plus, Oui, c'est vrai. hein. Non, c'est pas. Il faut pas les accuser de tous les péchés. Exactement. Effectivement, on continue à en parler avec Dimitri Pavlenko, le pouvoir d'achat, votre pouvoir d'achat, après ceci. Oui, on revient tout de suite après la pub. Comment faites-vous face à l'inflation? Quels sont les postes de vos dépenses qui ont été touchés? Avez-vous été augmentés? Vos salaires permettent-ils d'absorber la hausse des prix? On reçoit vos inquiétudes, vos témoignages. 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Dimitri Pavlenko, combien ça coûte? D'ailleurs, Dimitri, je vous le dis tout de suite, votre prochain bouquin, ça va être où va notre argent? Parce que autre question fondamentale. Hein. Mais Charles Pratt l'a déjà fait ce bouquin, non? Oui, non, il a fait la fraude. C'est Ouais. pas du tout la même chose. D'accord. Où va notre argent? C'est l'audit. Ah bah, hey, la redistribution. La redistribution. Ah là, il y a un gros. Je vous ai entendu en parler tout à l'heure, André. La redistribution. Alors, non mais revenons à l'histoire des revenus, parce que vous disiez vous-même, oui, le problème c'est pas seulement que les prix augmentent, c'est que les revenus baissent. Et quand les revenus baissent et que les prix augmentent, évidemment, ça fait un choc frontal et on voit bien ce que ça donne. Et au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de différence entre les gens qui peuvent, et ils sont quand même des millions aussi, ils peuvent se payer pratiquement, je dis pas dans le luxe, mais se payer ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie, et les autres qui peuvent pas. Est-ce qu'il n'y a pas là, sans faire de lutte des classes, est-ce qu'il n'y a pas là vraiment une espèce de coupure? Mais André, en fait, oui, il y a des riches, il y a des pauvres. Et qu'il y a combien de riches, il y a combien de pauvres? Moi, je pense que c'est ça qu'en fait, j'ai voulu... la réponse que j'ai cherchée à travers le livre. Alors, moi, je vais vous donner encore des chiffres, désolé. Non, mais c'est en 1980, le SMIC représentait 54% du revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu en dessous duquel il y a autant de Français qu'au-dessus. Aujourd'hui, regardez les chiffres. Le revenu médian, il est autour de 1800 € à peu près. 1800, vous vous rappelez, c'était le seuil qui avait été retenu par Jean Castex pour l'indemnité inflation l'année dernière. Exact. Vous vous rappelez combien il y avait de Français qui l'avaient touché, André? 39 millions. 39 millions. 9 millions. Voilà. Et donc, on prend notre revenu médian, 1800 €. Vous avez autant de Français qui gagnent moins que de Français qui gagnent plus. Et le SMIC, on est à combien aujourd'hui? On est à 1600 et des brouettes donc moins que le revenu, mais oui. Brut et 1329 net. Alors, je vais vous faire le calcul approximatif. On est à pratiquement 70% du revenu médian. Voilà. Donc, quand on parle de la smicardisation de la France, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une partie plus que significative, c'est-à-dire plus de la moitié des gens qui sont au SMIC ou juste au-dessus du SMIC. Et regardez, les politiques de baisse de charges qui sont à l'œuvre depuis 30 ans, on dit Emmanuel Macron l'ayant poussé au maximum, 0 charge sur 1,6 SMIC. Ouais. Et ça, c'était des politiques de défiscalisation du SMIC dans le but de combattre le chômage. Hein, on incitait les entreprises à créer des emplois au SMIC parce que ça coûtait pratiquement rien à l'entreprise. Bah oui, mais l'effet pervers, c'est quoi? C'est que l'employeur n'a aucun intérêt à augmenter ses salariés, n'a aucun intérêt à créer des postes. Voilà. Vous voulez payer les charges et tout ça. Ouais. Vous voulez payer vos salariés autour de 3 000 € net, l'employeur doit débourser plus de 6 000 €. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. En fait, l'employeur dépense le double de ce qu'il donne à... Ah bah plus du double, c'est-à-dire que vous prenez le salaire ultra brut, c'est-à-dire avant que l'employeur paye quoi que ce soit, les charges sociales. Bon, sachant que les charges patronales, c'est le salarié en fait qui les paye. On est à 72% pour le salaire net au niveau du SMIC.
passez ces seuils de 2900, 3000 euros, vous êtes en dessous de 50%. Donc vous voyez, la fiscalité a aussi un rôle très important dans le pouvoir d'achat. Si vous faites une pyramide pour représenter les revenus en France, elle n'a pas du tout la forme d'une pyramide. Vous avez une espèce de truc très plat avec une pointe au milieu. Vous entrez dans les 10% des Français les mieux payés à 3 650 euros net. Ça. En fait, 90% des gens Français gagnent moins que de 3 600 euros. Voilà, 4 000 euros, vous êtes dans les 8%, etc. Et à 5 000 euros, vous êtes pratiquement dans le 1%. Alors après, ce 1%, évidemment, là, c'est une pointe qui va monter extrêmement haut. Mais oui, cet écrasement de la pyramide des revenus participe, et je pense, le cœur de la crise du pouvoir d'achat en France. C'est essentiellement, je pense, une crise de revenus plus que de prix. Est-ce que ça a toujours été comme ça, cette espèce de pointe? C'était pas aussi aigu? Non, et surtout, comment dire, quand vous prenez pendant la période des 30 Glorieuses, qui est la période pendant laquelle, en fait, on dit toujours les 30 Glorieuses comme si c'était 30 ans, en fait, c'est 20-25 ans. 1945, 70 et quelques. Même pas. En fait, vraiment, les salaires d'école, les revenus d'école, la prospérité pour les Français arrive pratiquement au début des années 60. C'est la fin des années 50. Et pendant 15 ans, les Français vont se retrousser les manches et faire consentir de gros efforts pour arriver à cette prospérité. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas inintéressant à notre époque où on parle de pouvoir d'achat, de fin de l'abondance, etc. Retrouver la prospérité, ça demande des efforts. Et pas forcément la semaine de 4 jours. Retrousser les manches et pas la semaine de 28 heures. Voilà. Quoi. Et donc, pendant ces 20 ans, alors les salaires sont beaucoup plus faibles, mais les salaires progressent vite. Et ça change tout pour les gens. Parce qu'à l'époque, ils se disent, bah oui, mais je vais pouvoir m'acheter cet appartement parce que je sais que mes revenus vont augmenter. Il n'y a pas de chômage aussi à l'époque. Mes enfants gagneront mieux. Et donc, psychologiquement, les Français sont optimistes. Ceux qui ne sont plus en France depuis 40 ans, depuis que la machine a progressé, la machine à voir les salaires augmenter est cassée. Oui, et depuis que l'ascenseur social est en panne, comme disait... Mais tout ça, c'est lié, André. La mondialisation aussi joue un rôle, parce que qu'est-ce qui se passe au tournant des années 80 ? Moi, je dis c'est 1983, le fameux tournant de la rigueur, parce que symboliquement, c'est fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La France réalise qu'elle n'est pas seule dans le monde, qu'elle a des concurrents qui sont dangereux pour sa prospérité. Le Japon, puis plus tard la Chine, etc. L'Allemagne déjà, d'ailleurs. L'Allemagne déjà, etc. Puis surviendra à partir des années 2000 l'Europe de l'Est, etc. Il faut être concurrentiel. Donc on ne peut plus augmenter les salaires comme ça. Puis survient le chômage, apportant aux employeurs un argument. Je ne vais pas vous augmenter, vous comprenez. Il y a tellement de gens derrière vous qui veulent votre poste. Vous voyez, tout ça se met en place et on va contrôler comment le pouvoir d'achat, l'augmentation, la progression des niveaux de vie, en écrasant les prix. Et si vous voulez écraser les prix, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez délocaliser, etc. Vous voyez, il y a toute une mécanique qui se met en place. On ne va pas parler de désindustrialisation, envoyer tout en Chine. Mais c'est lié, tout ça, André, est très lié. Sauf que, est-ce que ce n'est pas, en fait, la logique de la rentabilité un peu facile. C'est-à-dire, moi, c'était très frappant la désindustrialisation. On a envoyé, la France est un pays industriel, je ne parle même pas de l'agriculture. On importe aujourd'hui, vous le savez, 50% de nos produits alimentaires. Mais attendez, André, c'est hallucinant. Vous dites la rentabilité facile. Mettez-vous dans la peau d'un employeur. Qu'est-ce qu'il voit depuis 40 ans ? Il voit que les pouvoirs publics, en se disant de toute façon le chômage, on n'en arrivera pas à bout. Donc il faut redistribuer, on va gérer le chômage par les allocations. Donc on augmente la fiscalité sur le travail. Vous êtes l'employeur, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous laissez massacrer comme ça là ? Si vous pouvez délocaliser, vous le faites. C'est ce qu'ont fait les employeurs. Donc vous me direz c'est cynique, c'est froid, certains me diront c'est inhumain. Non mais c'est leur métier. Non, je veux dire, l'employeur pense au profit de son entreprise, c'est normal. L'histoire de la désindustrialisation s'inscrit aussi dans ce contexte-là. On raconte cette chanson aux Français que l'État va les protéger, que les allocations sont là pour pallier l'absence de salaire quand il y a chômage. Oui, mais vous voyez, tout ça, ces choses ne sont pas déconnectées. Je reviens, ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant. Ouais. Et quand il y a eu les gilets jaunes, rappelez-vous, à cause du fioul, à la pompe, mais on sait très bien que l'État prend à peu près 60% en taxes. C'est-à-dire qu'on revient toujours à cette espèce de malentendu. Il y a les employeurs, vous avez raison, l'employeur, il ne peut pas aussi se faire saigner à blanc, mais l'État, soi-disant employeur, démiurge, etc., lui, il prend tout. Et est-ce que c'est son rôle de couvrir tous les domaines ? C'est ça le problème. Oui, ça c'est l'État nounou, dont on a. Alors l'État qui va aussi, grâce à la manne fiscale, créer un nombre invraisemblable d'emplois publics aussi. Ah oui.
conçu comme un palliatif au chômage. Sont-ils productifs, cher Dimitri? Alors ça dépend, hein. Il y en a qui le sont, d'autres moins. On va recevoir nos auditeurs. Oui. D'abord, une petite pause de pub. Tout de suite, la petite pause. Absolument. Allez, allons à la Et on pause. attend bien sûr nos auditeurs. Quel impact l'inflation a-t-elle sur votre budget? Vous pouvez tout nous dire au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, auditeurs du Sud Radio, combien ça va nous coûter? Pose et question à Dimitri Pavlenko. Combien déjà ça vous coûte le pouvoir d'achat? À vous la parole, Alain. Oui, Pierre Delin va répondre à cette question, peut-être. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Très heureux de votre retour. Très agréable de vous parler. Merci. Merci Pierre. Alors, on vous écoute. Alors, moi, j'apprécie votre travail, Dimitri. Je regarde souvent l'émission de Christine Kelly. Et ça va nous coûter très cher. Moi, je crois que les gens n'ont pas conscience de ce qui va se passer. Vous voyez, je travaille dans des domaines très intéressants, très porteurs, et déjà, ça commence à coincer. Lesquels, si c'est pas indiscret, je veux par pas exemple. dire. Voilà, dans l'industrie, et dans l'énergie. D'accord. Ah oui, effectivement. Pour m'en sortir aujourd'hui, alors j'ai été flic 15 ans de découvert en vivant chez Chemin. Ça, il faut le dire, les fonctionnaires sont pas mieux lotis que les gens du privé. Ouais. Pour m'en sortir aujourd'hui, j'ai une boîte, j'arrive pas à me payer sur la boîte et à la fois j'ai un salaire. Et donc c'est 12-13 heures par jour. Voilà, ça il faut le savoir, mais je vis très très bien parce que je me bagarre. Hein. J'ai connu la misère, donc aujourd'hui je me bagarre pour pas y retourner. Mais je crois que ce qu'on comprend pas, c'est que l'économie elle va s'arrêter d'un coup, parce que si on regarde la crise énergétique, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais les entreprises n'ont plus le bouclier tarifaire depuis le 1er janvier 2021. Et donc vous prenez un chaudronnier du coin qui fait de la soudure, de la métallerie et qui avait, 2000 € de facturation d'électricité par mois. Là, s'il va se retrouver avec 5, 6, 7 000 €, je pense que les boîtes vont fermer et on va accentuer le chômage. Et moi, la question que je voulais vous poser, Dimitri, est-ce que l'on n'est pas géré par des inconscients? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire une guerre pour laquelle, au-delà des moyens militaires, nous n'avons pas les moyens financiers de nous frotter aux Russes. Je ne prends ni parti pour les Russes, ni parti pour l'OTAN. Mais vous voyez, moi quand je suis dans la rue, que je vois un gars d'1m90 qui est champion de boxe, je vais pas me battre avec lui. J'essaie de me mettre autour d'une table et de lui parler. À aucun moment, on essaie de calmer le jeu. Alors, donc, très intéressant, effectivement. Alors, Dimitri, la question qu'on vous pose, est-ce que vraiment on a les gens compétents pour mener cette même pas guerre, cet affrontement? Merci Pierre pour la question. C'est une question qui est difficile parce que c'est bien pour ça qu'il vous la pose. Oui, non. Non, mais si votre question, Pierre, c'est est-ce que sanctionner la Russie est économiquement responsable compte tenu de nos dépendances, de nos fragilités, etc., etc. De toute façon, la décision, si elle était entre mes mains, évidemment, je pourrais vous répondre beaucoup plus clairement, mais je pense que Emmanuel Macron, le gouvernement, je pense, savait qu'il prenait un risque. Hein, rappelez-vous tous les discours qu'on a eus, y compris au niveau de l'Union européenne, sur le prix de nos valeurs. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui se sont sentis embarqués dans une guerre qui n'était pas la leur, sur laquelle ils pouvaient avoir des doutes, etc. Ça accroît le trouble. Juste, moi je voudrais, Dimitri, c'est sur le bouclier tarifaire. C'est dans la première partie de l'intervention de notre auditeur. Effectivement, la fin du bouclier tarifaire, ça a entraîné quoi, ça? Ça veut dire, non, mais pour les entreprises, il n'y a pas eu de bouclier tarifaire. Les entreprises, elles sont exposées plein vent là sur à et alors, la hausse il y a des eu prix. Bouclier tarifaire. Mais alors, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises, vous savez, elles signent des contrats de long terme. C'est ça. Et donc, vous avez plein de boîtes aujourd'hui qui ont payent leur énergie à des tarifs tout à fait convenables, les mêmes que l'an dernier, les mêmes qu'il y a 2 ans. Mais qui, l'an prochain ou sous 2 ans,
vont devoir renégocier et là vont prendre l'inflation énergétique en pleine face. D'ailleurs, elle apparaît pas beaucoup dans les comptes des grandes entreprises. Les TPE, les PME, c'est différent. Parce que là, évidemment, elles ont une situation qui s'approche plus de celle des particuliers que que les grands comptes qui vont négocier directement avec le CAC 40 etc. et compagnie. Non, mais après, Pierre, je suis un peu embêté pour lui répondre parce que la question de la responsabilité, la question c'est plutôt quel est le logiciel du gouvernement dans cette gestion de crise. Le gouvernement qui sait qu'il expose les Français à des sanctions qui ne disent pas leur nom de la part de la Russie. La question que Pierre pose, c'est est-ce qu'on est dans la ligne Maginot et la drôle de guerre de 40 ou pas? Effectivement, on peut répondre, mais le temps, Pierre le dira très très vite à mon avis. On n'aura pas longtemps à attendre. On passe tout de suite à Christophe de l'Essonne. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Oui, bonjour André, bonjour Dimitri. Bonjour merci Christophe. André, merci pour tout ce que vous faites, de nous informer et non de faire de la propagande. J'appelais parce que j'ai lu une étude il y a quelque temps qui précisait qu'en 2006, à peu près, un professeur débutant gagnait 2,5 fois le SMIC et qu'en 2020, c'était plus que 1,14 fois le SMIC. Voilà. Je ne comprends pas du coup pourquoi Dimitri nous parle d'une hausse du pouvoir d'achat. Le point d'indice, en fait, qui est gelé dans la fonction publique depuis 10 ans, qui a été débloqué cette année, qui a été augmenté de 3,5%, mais qui a été bloqué pendant 10 ans, a considérablement paupérisé les fonctionnaires. Et du coup, je pense qu'il y a un problème de prix dans les supermarchés, dans les boutiques. Il y a aussi un gros problème de salaire, et en particulier pour la fonction publique. Oui, mais Dimitri. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question du salaire, la question pour les fonctionnaires du traitement, là, elle se pose clairement, parce qu'en bloquant le point d'indice, l'inflation elle continue, même si elle a été relativement faible pendant très longtemps. Évidemment que les fonctionnaires et les enseignants ont perdu en pouvoir d'achat. Après, de passer de 2,5 fois le SMIC à 1,14, moi je vois peut-être deux explications. C'est que le SMIC, vous savez que lui il est indexé sur l'inflation, donc il a continué à croître, avec parfois des coups de pouce. Et puis peut-être que la masse salariale des enseignants, profession qui s'est aussi rajeunie, peut-être qu'elle est plus faible et que ça explique. Mais ça me paraît important quand même qu'en 15 ans, on passe de 2,5 à 1,14 quand même. C'est quoi moi, je vais vous dire l'exemple de ma belle-fille, qui est professeure de français qui a eu le CAPES, qui est première année titulaire, elle gagne 1 600 €. Oui. Moi, vous savez, pour la question des enseignants, chose qui me frappe, c'est que peut-être avez-vous entendu notre ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, annoncer hier une augmentation assez importante. Des jeunes profs et en milieu de carrière, au-delà de 2 000 €. Donc en fait, on va se retrouver dans la situation où vous avez des profs bac plus 5, milieu fin de carrière, qui vont peut-être gagner moins que des profs recrutés à bac plus 3, parce qu'on va baisser le niveau d'exigence et qui sont mieux payés qu'eux. Alors là, si vous voulez mettre le bazar dans l'éducation nationale, vous vous y prenez pas autrement. Ça, c'est pas mal, oui. Alors. Valérie de Gravels dans l'Hérault. Pardon, merci Christophe, au revoir. Valérie, on vous écoute, chère Valérie. Bonjour à tous et bonjour à Dimitri, avec toutes mes félicitations pour toutes ces interventions qui sont toujours passionnantes. Merci. Alors voilà, j'ai une question qui est un petit peu philosophique finalement, même si je ne sous-estime pas du tout la gravité de la crise qui arrive. Mais il a dit quelque chose qui m'intéressait particulièrement dans une présentation de son livre. Il a parlé de l'importance du terme pouvoir d'achat qui était devenu omniprésent et qui remplaçait un peu, salaire, niveau de vie ou des choses comme ça, et qui traduisait quelque chose de notre société en mettant l'accent sur le consommateur aux dépens du citoyen. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il pensait qu'on pouvait faire de ce point de vue-là un parallèle entre le terme pouvoir d'achat, ce que je viens d'expliquer, et le terme vivre ensemble, qui lui aussi est apparu et peu à peu a remplacé des termes comme laïcité, république, et qui traduit aussi tout à fait autre chose, en fait, en mettant l'accent sur une espèce de coexistence entre communautés par rapport à un citoyen républicain et laïque. Oui. Oui. Non, mais vivre ensemble. Non, mais elle a raison. C'est un mot valise aujourd'hui. C'est un mot valise. On y met à peu près ce qu'on veut derrière. Auberge espagnole un peu. Chacun y va. Effectivement. Après, si je peux creuser un instant sur c'est-à-dire qu'autour de le pouvoir d'achat, je pense que c'est un totem. Et alors un tabou c'est quoi? Un tabou c'est quelque chose dont on ne parle pas, dont on n'ose pas parler. Un totem c'est on l'exhibe. Un totem, les Indiens, c'est le truc devant lequel ils se mettaient, ils arrêtaient de penser. Voilà, le pouvoir d'achat est un objet devant lequel on s'arrête aujourd'hui de penser. Et alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que
quand on a bloqué la progression salariale à 40 ans, on s'est dit on va gérer ça par les prix. Hein, on va écraser, écraser les prix, comme ça on pourra bloquer, oui. Cadeau empoisonné, parce que ce cadeau qu'on faisait aux consommateurs, tu paieras pas, tu verras, tes prix n'augmenteront pas beaucoup, c'était un piège pour le travailleur. Mais c'est la même personne, ce consommateur et ce travailleur. Et le travailleur a fini par s'en rendre compte quand même. Hein. Il n'est pas complètement stupide. Et vous voyez, on parle beaucoup du malaise français, le déclin français, le malheur français. Ça, c'est l'expression de l'intellectuel Marcel Gauchet, qui a écrit un très beau livre sur comprendre le malheur français. Oui, et mis ça bout à bout, ce sentiment de dépossession, ce sentiment aussi d'assistanat subi. Moi, je pense aux agriculteurs, par exemple, à qui on donne beaucoup de subventions en disant votre métier, de toute façon, vous êtes là pour garantir des petits prix aux consommateurs. Il ne faut pas que la pomme de terre coûte trop cher. Donc, vous allez prendre les subventions. Ce sentiment de dépossession, tout ça se cristallise autour de notre sujet pouvoir d'achat. Et surtout, non, je voudrais juste un mot, parce que j'ai reçu des veuves d'agriculteurs, parce qu'il y a aussi subventions, il y en a qui vivent avec 800 € par mois. Mais les paysans, les agriculteurs, ils n'ont pas envie des subventions, ils veulent vivre de leur travail. Les gens, majoritairement, dans leur immense majorité, n'ont pas envie de vivre des allocations. Ces pansements sociaux qui ont été mis en place depuis 40 ans, qui sont devenus une espèce de socle de droits fondamentaux, la CMU, etc. Les restos du cœur, est-ce que Coluche, vous pensez qu'il pensait qu'en 2022, ça existerait encore? Moi, je ne pense pas à ça aujourd'hui. Hein. Donc, ce logiciel, il arrive un petit peu aujourd'hui là à bout de souffle. Et je pense que les gens, ils en ont marre de ça. Et ça a été la bonne conscience électoraliste en disant allez, on va les nourrir, vous inquiétez pas, on va pas vous laisser crever de faim. Mais vous avez vu le débat à la fête de l'UMA, la gauche du travail contre la gauche des allocs. Absolument, très intéressant. Roussel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut être fier du travail, et il rappelle à la gauche que à la base, la gauche c'est ça, la gauche c'est les valeurs du travail. Et on n'avait pas entendu ça depuis Georges Marchais il y a 40 ans, et un peu plus de 40 ans. Il le disait aussi. Et le nouveau discours sur le travail consistant à dire aujourd'hui, vous savez, le travail c'est qu'une composante de la vie. J'ai même lu cette phrase ahurissante dans Libération, on nous dit il va falloir réfléchir à décorréler les revenus de la production de richesse. Oui, ça s'appelle le chômage, ça. Hein. Et si on veut redistribuer, on redistribue à partir de quoi? Voilà. S'il n'y a pas de production de richesse, où il y a les redistributions? Si on fait le revenu universel, André, il faudra bien qu'il y en ait qui payent. Hein. Consentiront-ils longtemps à payer pour tout le monde? Et qu'est-ce que vous voulez? L'absurdistan n'a pas de frontières. Juste un dernier auditeur. Oui, c'est un dernier auditeur, très rapidement. Bonjour Michel de Perpignan, qui va nous parler de l'Europe, qui serait un catalyseur de l'inflation. Alors très vite Michel, malheureusement on arrive en fin d'émission, mais dites-nous. Oui, je vais passer sur les formules de politesse, mais je suis très ravi de votre émission. Donc moi j'avais deux réflexions à faire dans les mécanismes de l'inflation, sont peut-être pas uniquement économiques, dans la mesure où le flot des normes européennes contribue à faire monter le coût des productions et donc les coûts de vente et donc l'inflation. C'était le premier point. Et le deuxième point, l'immigration est aussi en revanche un facteur de baisse des salaires et donc de stagnation du pouvoir d'achat. Voilà, c'était d'avoir l'avis de Dimitri sur ces deux points. Il est meilleur économiste que moi, il a complètement raison. L'inflation normative, regardez la voiture. Là, on vient de faire passer dans les petites voitures, les plus petites, obligation d'avoir les mêmes équipements que sur les très grosses, les détecteurs de mouvement, les machins, les radars de recul. Inflation normative, ça s'appelle. Quant à l'immigration, effectivement, aujourd'hui il y a des travaux. Alors c'est un sujet qui est hyper sensible, hyper polémique. Vous imaginez, mais dès qu'on dit immigration, vous savez, c'est très compliqué. Mais oui, effectivement, c'est une concurrence. Et je rappelle que la CGT, le Parti communiste dans les années 70 et même plus avant, combattait l'immigration. Marchais a écrit un discours extraordinaire, extraordinaire, je veux dire, au vrai sens du terme. Il faut se battre contre l'immigration clandestine et l'immigration officielle. C'était un coup des patrons. C'était un coup des patrons pour faire concurrence aux travailleurs français. Voilà. Merci Dimitri Pavlenko, merci aux auditeurs et on va continuer à parler du pouvoir d'achat, bien sûr. Absolument, et nous recueillerons d'autres témoignages parce qu'il y avait beaucoup de personnes au standard, donc on s'excuse auprès d'eux, ce n'est que partie remise. Dimitri Pavlenko, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, journaliste, chroniqueur, animateur de la matinale d'Europe 1 et auteur de Combien ça va nous coûter aux éditions Plomb. Pour demain, nous recevrons l'économiste Marc Touati pour le tome 2 de son livre Great Reset. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye qui reçoit Eric Haller après le pouvoir d'achat, le pouvoir de l'érection. À tout de suite. Sud Radio.